j'espère que vous vous sentez d'attaque pour cette dernière demi-journée du DevFest. Et donc, je pense qu'ici, on a tous un ou une collègue qui parle tout le temps boulot, en soirée, en pause, qui fait ses petits side projects chez lui, chez elle le soir. Et pour certains d'entre nous, coder, c'est juste son métier. Et est-ce que c'est si grave de ne pas être passionné ? On va voir ça tout de suite avec Elvira Goma, qu'on accueille pour « Je ne suis pas passionnée, et alors ?» Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Alors, une question qui est très importante pour moi avant de commencer, c'est est-ce que vous êtes prêts là ? Je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que je peux commencer maintenant ? Parfait. Alors, aujourd'hui, j'ai une histoire particulière à vous raconter. Mais avant ça, on va se mettre dans l'ambiance tranquillement. Alors, nous sommes dans un monde parallèle qui s'appelle Devyard. Dans ce monde parallèle, les Vikings ne sont pas des Vikings comme on les connaît. Les Vikings sont des devs. C'est très très important. Et dans ce monde parallèle, 2 villages règnent en maître. Un village qui s'appelle Flamesguard et un village qui s'appelle Iceguard. Qu'est-ce que sont ces villages ? J'ai inventé les noms, rassurez-vous, ils n'existent pas, bien entendu. Alors, excusez-moi. Ces villages sont représentés par 2 clans spécifiques. Donc, un clan qui est conduit par Sigrid, donc le village de Flamesguard, qui prône la passion pour moteur dans le travail. Donc, leur mot d'ordre, c'est « Passionus Dominus Est ». C'est du faux latin que j'ai inventé pour dire « la passion est dominante ». Ensuite, représenté par Lagertha, nous avons le village de Iceguard qui a pour moteur le travail. Donc leur mot d'ordre, c'est « Travaius absolus est », le travail absolu. Alors, dans cette guerre qui oppose nos deux clans, mon rôle aujourd'hui et votre rôle aujourd'hui avec moi, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver la paix. Trouver un consensus entre ces 2 villages qui ont 2 manières radicalement opposées d'aborder le métier de dev. Et du coup, j'espère que vous êtes avec moi pour pouvoir faire en sorte de les réconcilier. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de passion. Alors, si vous n'êtes pas passionné, et alors ? Donc, avant de commencer, vraiment, est-ce que vous êtes passionné ? Alors, j'ai une règle d'or pour ce genre de slide. Quand je vais vous poser des questions, vous allez pouvoir me répondre soit par applaudissement, si vous êtes timide, soit si vous êtes un peu moins timide, par cri de guerre, parce qu'on est quand même chez les Vikings, il ne faut pas déconner. D'accord ? Ok, donc je vais vous dire un peu le cri de guerre du côté des Flamesguard, c'est « Fire ». Entraînez-vous, dites-moi. Merci. Du côté des Iceguard, c'est « Ice ». Donc, si jamais à une question que je vous pose, vous voulez dire oui ou non, vous répondrez par fire ou par ice et j'aurai une idée de ce que vous ressentez. Donc, première question, est-ce que vous êtes passionné par votre métier ? Si vous l'êtes, côté fire, vous pouvez applaudir aussi si vous êtes timide. Alors, vous êtes passionné ou pas ? Dites-moi. Si vous êtes passionné, si oui, fire ou applaudissement ? Je vous écoute. Bon, je vois quand même que le camp des passionnés est quand même bien représenté. Donc, le camp des non-passionnés, dites-moi, ice ou applaudissez ? Ah ouais ! Eh ben, dis donc, ça va être difficile de trouver un consensus avec un tel déséquilibre. Donc, on va commencer et je vais d'abord vous parler de la passion. Pas du fruit, d'accord ? Mais de ce qu'on désigne comme passion. Le dictionnaire dit, en fait, tout simplement que la passion est un état affectif, intense, irraisonné et qui domine quelqu'un. Il faut vraiment distinguer la passion de l'obsession qui, elle, est une image, une idée, une sensation qui s'impose à l'esprit de la personne
de façon irrépréhensible et répétée et pénible, donc c'est lié à la souffrance plutôt, et avec une préoccupation constante dont on ne peut se libérer. Donc quand on est passionné, on peut parfaitement arrêter de penser au code quand on est passionné. Quand on est obsédé par le code, c'est impossible de s'en dissocier. Si je vous parle de ça, c'est parce que le mot passion, quand on le Google, en fait, on le trouve partout. Là, je vous ai donné quelques citations. Vous tapez passion, citation, vous en trouvez un florilège. Donc, je vous laisse un peu profiter de ces moments d'esprit très intéressants. Comme allow your passion to become your purpose and it will one day become your profession. Ok, autorisez la passion à être un but pour vous, comme ça un jour ça pourra devenir une profession. Travailler avec passion ou ne travailler pas du tout, c'est des choses qu'on entend souvent. Et en fait, j'ai fait un petit jeu parce que je me suis dit, dans le monde de l'emploi, la passion, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Donc j'ai trouvé ce chiffre hyper intéressant de 58 530. C'est quand je vais sur Indeed et que je tape passion. Il y a 58 530 références dans le mot passion et figure. Donc j'ai trouvé des petits exemples. Donc par exemple là, technicien moto chez Harley Davidson pour Harley Davidson. Donc du coup on nous parle de si votre profil correspond, que vous aimez l'univers custom et que vous avez envie d'allier travail et passion. Donc d'accord, rien à voir avec le dev. En autre, coach en développement personnel. Vous êtes passionné, vous voulez transmettre cette passion aux personnes qui partagent le même centre d'intérêt. En autre, expert soulier chez Louis Vuitton. Celui-là, il m'a surpris. Je me suis dit, mais ok, être ambassadeur en démontrant une passion authentique et un vif enthousiasme. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose des statistiques qui corrèle ce que je viens de voir sur Indeed juste en faisant une recherche toute simple ? En fait, il y a une étude qui dit... Excusez mon anglais, ça va être dur pour vous. Divergence between employer and employee, understandings of passion, theory and implications for future research. Alors, ça veut dire quoi en français ? Les différences de compréhension de la passion entre employeur et employé, théorie et implications pour les futures recherches. Donc, ok, c'est un beau pavé. Et ce que j'en ai retiré de ce pavé, c'est que, en fait, ils ont évalué plus de 200 millions d'offres d'emploi entre 2007 et 2019 et il s'avère que le mot passion avait décuplé, x10 la mention du mot passion. Donc ça veut dire que dans nos métiers actuels, la passion, c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence, encore et encore, tellement que même nous, quand on consulte des offres d'emploi pour être dev, on voit le mot passion, mais ça ne nous effleure même pas l'esprit, parce que c'est quelque chose qui est devenu commun pour nous, d'avoir des offres d'emploi où on nous parle de passion. Et donc du coup, quelque part, ça peut aussi stigmatiser une personne qui, en tant que dev, ne se sent pas passionnée. Et techniquement, elle aurait totalement le droit de ne pas se sentir passionnée. Alors du coup, je vais aller un peu plus loin et vous parler de passion au travail. Donc du coup, il y a une petite étude qui était vraiment intéressante, qui a permis en fait de mettre en place deux grands dogmes en ce qui concerne la passion au travail. Et c'est une étude psychologique en fait qui s'appelle Psychology of Passion, a Dualistic Model. En fait, cette étude a eu pour but d'essayer de voir comment on peut dégager, comment la passion naît et comment on peut en tirer des leçons. Donc, dans cette étude, il est bien prouvé qu'en fait, la passion naît d'activités qu'un individu exerce. Et en fait, ces activités se démarquent d'autres activités parce qu'elles sont agréables, importantes, et elles vont particulièrement s'arrimer avec l'identité de l'individu. Donc, dans mon cas, par exemple, enfant, j'avais une passion pour les dictionnaires. Et cette passion, elle s'arrimait particulièrement avec moi parce qu'elle naissait d'une passion pour les mots, d'une passion pour les livres, donc elle collait parfaitement avec mon identité. C'est à peu près ce que ça veut dire. Et donc, ces activités sont intériorisées par l'individu dans le soi et dans l'identité. Donc l'individu intègre cette passion comme étant la sienne et faisant partie même de son identité.
Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, ce processus d'intériorisation va se faire de façon contrôlée ou autonome. Et du coup, ça va influencer sur le type de passion qu'on va développer. Ah, je vous vois tous un peu sceptiques. Type de passion qu'on va développer, qu'est-ce que c'est encore? Alors, c'est simple. De cette étude, on a découlé 2 types de passions. Une passion qu'on va dire harmonieuse et une passion qu'on va dire obsessive dans le travail. Donc du coup, qu'est-ce que c'est une passion obsessive? Donc ça va être un peu dur pour nous parce que voilà. C'est une intériorisation contrôlée de l'activité dont l'identité le soit. Donc ça veut dire que la personne va ressentir un sentiment d'excitation qu'il ne pourra jamais contrôler à l'idée d'exercer cette activité. Et donc du coup, elle va avoir toujours un besoin incontrôlable d'exercer cette activité et elle ne va jamais s'arrêter. Et donc on constate que les personnes qui développent cette passion obsessive vont de facto avoir une meilleure performance. Mais cela peut engendrer des conflits et des différences dans la sphère de la vie du sujet. Concrètement, comment ça s'applique pour nous, développeurs? C'est simple. C'est le développeur qui, si jamais c'est votre compagnon ou votre ami, qui va vous dire « 5 minutes, j'ai un truc là, 5 minutes. Là, 5 minutes, j'arrive dans 5 minutes. » Toujours 5 minutes. Mais ces 5 minutes vont se transformer en 1 heure, 2 heures, toute l'après-midi, toute la journée, tout le week-end. Et du coup, ça peut forcément, dans la vie de la personne, créer des conflits parce que quand on a un compagnon qui est jamais là et qui dit tout le temps 5 minutes, au bout d'un moment, we don't buy it, on l'accepte pas. C'est quoi tes 5 minutes? Pourquoi c'est important ton code? Et donc, c'est aussi une personne qui, par exemple, qui lorsqu'elle va être face à un problème de bug ou quelque chose comme ça, et que ça fait un moment qu'elle travaille dessus, elle va pouvoir vraiment prendre l'ordinateur et juste jeter par-dessus la fenêtre. Et c'est comme ça qu'on peut facilement repérer quelqu'un qui est dans un mode de passion obsessive. Et du coup, la différence avec la passion harmonieuse, c'est que celle-ci, en fait, elle naît d'une intériorisation autonome. Donc ça veut dire que l'individu va lui-même choisir librement s'il exerce cette passion ou pas. Donc ça veut dire aussi qu'il va pouvoir trouver un équilibre, une harmonie entre son travail et sa vie personnelle. Donc ce qui emmène du coup, de facto, zéro frustration et peut-être l'émergence d'autres passions. D'accord ? Donc, maintenant j'ai une question, maintenant qu'on a parlé de passion harmonieuse, passion obsessive. D'abord, juste à l'oreille, est-ce que parmi vous, vous vous êtes reconnus dans la passion obsessive ? Donc non, d'accord. Est-ce que parmi vous, vous vous êtes reconnus dans la passion harmonieuse ? D'accord. Bon, vous êtes un peu plus raisonnable que ce que je pensais. Hein. Il y a pas mal de personnes qui sont vraiment dans l'harmonie, donc c'est cool. Et là, du coup, cette question que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'à votre avis, être passionné dans son travail procure un avantage ? Fire ? Et il y a des ice dans la salle ou pas ? Ok. Donc on va dire que pour beaucoup d'entre vous, la passion procure en effet un avantage. D'accord. Donc du coup, on va parler ensemble des avantages de cette passion. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être aussi juste le fait qu'être passionné, ça nous permet d'être plus acharnés dans le travail. Parce qu'on est passionné, on ne va rien lâcher. Ça va nous permettre aussi d'être volontaire pour faire des heures supplémentaires, qu'elles soient demandées ou pas. Ça va nous permettre aussi de surpasser des difficultés parce que justement, en tant qu'acharné, on ne va jamais rien lâcher. Et donc du coup, à la moindre difficulté, on n'abandonnera pas. Et ça nous permet aussi d'être plus productif, plus joyeux. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, on se dit, franchement, les camps des Ice, quand vous voyez les avantages, pourquoi vous ne venez pas dans notre camp ? Franchement, pourquoi vous ne venez pas du côté des Flames ? Ce serait plus facile, non ? Vous êtes d'accord ou pas ? Vous êtes un peu endormis, c'est le déjeuner ? Vous êtes avec moi toujours ? D'accord. Alors, du coup, ma question. Ceux qui sont des Ice depuis le début de cette conférence, vous ne pensez pas que ce serait mieux de nous rejoindre ? Rejoindre le côté des Flames ? Non. Vous êtes un peu dur aujourd'hui. Hein. Du coup, la solution pour nous rejoindre, ce serait peut-être la règle des 10 000 heures. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Si vous... Non? Il y a des fires ou pas? N'hésitez pas à donner de la voix, hein. Alors, cette règle des 10 000 heures, c'est quoi? Elle a été introduite par ce gentil monsieur qui a l'air fort sympathique, qui s'appelle Michael Gladwell. Et en fait, ce monsieur, dans son livre Outliers, va en fait dire qu'il y a une règle qui fait qu'à partir du moment où on s'entraîne, où on maîtrise un sujet, où on travaille sur un sujet pendant plus de 10 000 heures, ça fait de nous un expert. Donc, là, j'ai envie de dire, les Ice, codez 10 000 heures, et vous viendrez voir les Flames, et peut-être que là, vous serez passionnés, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Ça ne peut pas marcher parce que justement, il y a cette étude qui s'appelle « The Relationship Between Deliberate Practice and Performance in Sports ». En fait, c'est une méta-analyse du coup qui a analysé la pratique sportive de plusieurs athlètes qui étaient passionnés ou pas. En fait, c'était pas indépendamment. Et donc, il s'avère que c'est seulement pour 26% de ces athlètes que cette règle est vraie. Donc, cette règle n'est pas une absolue. Donc, quelque part, les Ice, vous nous mettez un peu dans... c'est compliqué, hein. Comment vous pouvez nous rejoindre là? Du coup, nope. Cette règle ne marche pas. Cette règle ne peut pas nous permettre d'avoir un consensus. Donc, on va essayer d'évoluer, d'avancer un peu plus, petit à petit, et voir ensemble comment on peut faire. Une autre question. En tant que passionné, là, je suis côté Flames, en tant que passionné, je devrais être mieux payé. Oh, même les Flames s'y mettent ce soir, hein, cet après-midi, mon Dieu. Donc, d'après vous, même si je suis passionnée, je ne devrais pas être plus payée? Non. D'accord, ok. Pas de souci, je comprends. Donc, du coup, maintenant, la question, c'est que, est-ce que, finalement, les Flames n'ont pas tort dans cette histoire? Est-ce que, justement, la passion ne serait pas juste un piège et quelque chose dans lequel, il faudrait mieux ne pas tomber? C'est ce qu'on va explorer pour la suite ensemble. Et pour ça, j'ai lu pour vous 88 pages de cette analyse qui s'appelle « Understanding Contemporary Forms of Exploitations, Attributions of Patient Serve to Legitimize the Poor Treatment of Workers ». C'est gros mots pour dire quoi? Pour dire comprendre les formes contemporaines d'exploitation, l'attribution de la passion en guise de légitimisation du travail, du traitement très pauvre de certains travailleurs. Donc du coup, c'était 88 pages de plaisir. Une méta-analyse qui a réuni 7 études que cette équipe a menées, justement pour voir si la façon dont la passion peut être perçue peut justement, dans le travail, peut justement conduire à la légitimisation de la maltraitance au travail, on va dire. Et donc, du coup, explorer les liens entre passion, travail et exploitation. Comment ils ont fait? Bon, il y a 7 études. On ne va pas passer toute l'après-midi avec les 7 études. Donc, je vous en ai sélectionné 2 que j'ai trouvées extrêmement pertinentes pour ce propos. Donc, la première étude, la question c'était, est-ce qu'une personne lambda est susceptible de légitimer l'exploitation de professionnels dont le métier est associé à la passion? Donc, du coup, pour ce faire, ils ont trouvé 2 cohortes de plus de 100 personnes dans lesquelles ils ont donné plusieurs assertions différentes concernant 80 métiers différents. Et il y avait le développement web dedans, j'étais trop contente. Ou pas. Je ne savais pas trop comment En tout cas, dans ces métiers, on pouvait compter caissier, gérant d'hôtel, on pouvait compter comptable, avocat, on pouvait compter énormément de choses, et donc programmeur et web développeur. Oui, parce qu'ils ont fait le distinguo entre les deux, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est sorti? C'est qu'à ces 2 cohortes, ils ont posé plusieurs questions. Donc, par exemple, jusqu'à quel point une personne typique de ce métier aime son métier? À quel point une personne typique de cette profession est bien payée? À quel point cette profession est importante pour la communauté? Et il y avait énormément de questions. Donc, à chaque fois, ils avaient à répondre entre 1 et 7. Donc, très, très peu, très élevé. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette première expérience? C'est que, justement, des personnes trouvaient qu'il était plus légitime
de demander des choses qui n'étaient pas dans une fiche de poste à une personne dont le métier était associé à la passion. Eh oui. Et même, pour aller plus loin, certains d'entre eux attendaient même que ces personnes qui sont passionnées dans ce métier passion soient volontaires pour faire plus. Oui, là, j'ai ri jaune. Et donc, du coup, la suite de l'étude, c'est qu'à ces moments-là, ils ont décidé de prendre les résultats de la première étude et de la deuxième étude et d'essayer de vérifier en mettant plusieurs biais en place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, dans cette étude, ils se sont dit, est-ce que les travailleurs passionnés sont perçus comme forcément volontaires pour un travail extra, non récompensé? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2 personnages, donc John et Jim, je crois. John est un monsieur de 60 ans retraité, qui va bientôt aller à la retraite et qui est passionné par son métier, qui est artiste. Donc, du coup, c'est 2 artistes. Et Jim est aussi artiste, mais plus jeune et ne se considère pas comme passionné dans son métier. Donc, du coup, au regard de ces 2 personnages, on leur a posé plusieurs questions, dont 4 slots de 100 personnes différentes. Donc, plusieurs questions, des questions du style... est-ce que, par exemple, cette personne, vous la percevez comme aimable? Est-ce que le fait qu'elle soit aimable justifie qu'elle doit faire plus? Enfin, ils ont essayé vraiment de relier plusieurs facteurs comme l'amabilité de la personne, tout en gardant toujours les mêmes constantes. C'est-à-dire que pour les 2 personnes, on a le même talent, le même effort et la même qualité de travail. Donc on ne peut pas dire Jim travaille mieux, etc. Non, ils travaillent pareil. La seule différence, c'est l'un est passionné, l'autre non. D'accord? Et le résultat, c'est ce gros pavé. Donc je vais essayer de dégrossir avec vous. C'est que ce que vous pouvez voir en fait au niveau des petites astérix, ce qui est plus important, c'est les 0,4 et les 0,45. Et en fait, cette expérience veut juste tout simplement dire qu'à partir du moment, et ce groupe AV veut tout simplement dire qu'à partir du moment où on associe, cette personne est perçue comme aimable, forcément, on va de facto associer le fait que cette personne, si elle est passionnée, elle doit faire plus. Parce que dans le biais, dans l'imaginaire des personnes sondées, une personne passionnée doit forcément faire plus, d'autant plus si elle est aimable. Et, encore pire, c'est qu'à partir du moment où une personne est passionnée, les personnes sondées ont estimé que son travail était sa récompense et qu'être passionnée elle ne méritait aucune récompense de plus, même si elle faisait du travail en plus. Donc, ces 88 pages de bonheur se sont conclues en fait par plusieurs points qui ont été établis, à savoir premièrement que pour les personnes sondées, il était normal de travailler plus si on est passionné, et il était même normal de gagner moins si on était passionné, et que la passion, c'était en elle-même une récompense. Et donc, du coup, en fait, de là, ça naît forcément une espèce de passerelle qui facilite justement le traitement mauvais et même très, très pauvre de certains travailleurs. Parce que dans notre tête, quand on voit par exemple un artiste qui endure, qui va de maison de disque en maison de disque, qui n'arrive pas à vendre c'est un exemple, qui n'arrive pas à vendre ses CD, etc., qu'on peut croiser même dans le marché, dans la rue, qui te vendent les CD sous le manteau, et ben dans la tête de ces personnes sondées, cette personne-là, si c'était une personne pas passionnée, elle mériterait de gagner plus. Mais par contre, si elle est passionnée, non. Donc du coup, maintenant, en ayant vu ça ensemble, à votre avis, ceux qui se disaient passionnés au départ, est-ce que maintenant vous vous sentez pas un peu, vous avez chaud là? Dites-moi, oui ou non? Oui? Là, vous n'avez pas envie de rejoindre les Ice là, de se dire que finalement, en fin de compte, ceux qui sont pas passionnés, ils ont peut-être raison? Dites-moi, je vous entends pas. Ice, d'accord, ok. Donc, maintenant, au regard de tout ça, on a vu ensemble que être passionné, ça avait des avantages, ok, non négligeables, mais ça avait aussi des limites
et des pièges, et que ça pouvait facilement conduire une personne à être traitée de façon très nulle, on va dire, pour peser nos mots, dans l'environnement du travail. Donc, par exemple, pour revenir à cette étude, il donnait des exemples, par exemple, comme une personne passionnée, dans ce cas, on devrait pouvoir lui demander dans un bureau de nettoyer le sol. Ben, la réponse était oui. Oui, elle est passionnée, elle peut nettoyer le sol. Elle peut faire la vaisselle, oui. Elle peut travailler le week-end, oui, parce qu'elle est passionnée. Donc du coup, elle peut faire des tâches qui n'ont rien à voir avec son métier, mais c'est OK. Donc, moi, avec vous, j'ai envie qu'on se réconcilie quand même, parce que, OK, vous avez le droit d'être passionné, vous avez le droit de ne pas l'être, mais comment on peut réconcilier les deux mondes, à votre avis ? Si quelqu'un a le courage de venir ici, en discuter avec moi ? Non ? D'accord. Alors, c'est compliqué. Parce que on ne peut pas interdire à une personne de ne pas être passionnée. On ne peut pas obliger une personne à être passionnée. D'accord, ça c'est fait. Cette question a été vraiment dure pour moi à essayer de trouver un entre-deux. Parce que j'ai juste envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le monde de la tech, je note que cette notion de passion, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand parfois, de temps en temps, vous allez sur Twitter, oh my god, que vous tombez sur une discussion entre des devs passionnés et des devs non passionnés, ça finit très 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 vite en bain de sang. Vraiment. Non, je suis passionnée. Non, t'as pas le droit de dire ça. Non, ce métier est tellement difficile qu'il faut absolument être passionné pour l'exercer. Mais non, qu'est-ce que tu dis ? C'est un métier comme un autre. Du coup, moi, ce que je propose, c'est une chose. Question pour vous. C'est quand la dernière fois, vous vous rappelez peut-être ce bug que vous avez eu du mal à résoudre ? Je ne vous entends pas. Oui, vous êtes toujours là ? C'est pas le moment de faire la sieste, hein. On a encore du temps ensemble. Hein. D'accord. Vous vous rappelez cette dernière fois que vous avez eu cette tâche compliquée que votre chef vous a donnée, qu'il vous a dit vous avez tant de temps pour délivrer parce que sinon ça ne va pas le faire, que vous étiez très 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 stressé et vous avez réussi à faire cette tâche, vous vous souvenez ? Oui ? Là oui, je vais entendre des fires, là, c'est du oui. Vous vous souvenez aussi de cette fois où, tout simplement, vous étiez en pair programming avec ce collègue et il vous a débloqué dans une situation qui vous paraissait inextricable. Oui ou non ? Vous vous en souvenez ? Oui. Vous vous rappelez ce sentiment qui naît là et qui donne envie de danser limite quand vous avez réussi ? Oui ? Déjà, vous voyez qu'entre Ice et Fire, ce sentiment, on l'a tous. Ce sentiment, c'est quoi ? La naissance de ce sentiment, c'est quoi ? C'est juste le plaisir. Le plaisir. Qu'on soit passionné ou pas passionné, tous, à un moment donné, nous avons ressenti ce plaisir. Moi, la première. Dès que je réussis à débugger un code, direct, K-pop et on danse. Parce que là, c'était trop bien, c'était trop dur, j'ai survécu, c'est bon, je suis prête pour une autre journée. Et du coup, moi, c'est vraiment là que j'ai envie de vous amener tous, en passionnés ou pas passionnés, c'est sur ce terrain du plaisir, parce que c'est vraiment ça qui compte. Et parce qu'en fin de compte, c'est vraiment sur ça qu'on se rejoint tous, en fait. C'est vraiment ça qui nous attire aussi dans ce métier. Donc, dans cette question de est-ce que je dois être passionné ou pas passionné dans le dev, ma réponse est who cares ? Qui s'en occupe ? Et alors ? Parce que tout simplement, tous, autant que nous soyons dev back, dev front, DevOps, peu importe le métier dans la tech, à un moment donné ou un autre, nous avons ressenti du plaisir d'avoir accompli quelque chose que nous croyions impossible. Et donc, ce que je veux que nous gardions ensemble, c'est la méthode HTTPS. Si vous avez déjà vu une de mes conférences, vous savez que j'aime beaucoup détourner les acronymes de la tech pour en faire des mantras.
Donc c'est le mantra que j'ai pour vous aujourd'hui. HTTPS, pourquoi? On va aller ensemble. Le H pour l'harmonie, parce que en fait cette question de je dois être passionné ou pas, elle vous regarde en fait. C'est pas ma question, c'est votre question, vous, par rapport à vous-même. Donc, à partir du moment où vous essayez de mettre de l'harmonie dans vos vies, de ne pas en faire une passion obsessionnelle, à partir du moment où vous êtes sur un timing, parce que ce qui est important, c'est le temps, et c'est votre temps, dans votre espace-temps qui importe, pas celui du CTO qui code depuis qu'il a 12 ans et qui vous crée des complexes, pas celui de ce collègue dev qui fait des side projects tous les week-ends et qui n'a jamais l'air de trouver ça cool d'aller faire la fête. C'est comme cet autre dev qui a le même nombre d'expériences que vous, mais qui forcément est plus passionné, donc du coup vous vous dites il manque quelque chose chez moi. Ce timing, rappelez-vous-en, parce que c'est votre temps, votre espace. Le deuxième T, c'est pour le travail, parce que je rejoins les ICE, c'est que le travail, de toute façon, c'est ce qui devrait primer, avant tout, avant la passion. Ensuite, le plaisir, comme je vous l'ai dit, prenez plaisir à partager avec vos collègues, prenez plaisir à même débattre avec ce collègue passionné, parce que si ça se trouve, à un moment donné, il va avoir une idée tellement géniale que vous pourrez en faire une start-up. Je sais pas. Prenez plaisir à juste apprécier votre métier au jour le jour. Et le soir, parce que c'est votre histoire, c'est votre timeline, c'est vous qui comptez. Et moi, dans ce conflit, je suis une personne très passionnée par mon métier, vraiment. J'étais une passionnée obsessive. J'étais du genre à dire 5 minutes. J'étais du genre à ne jamais compter mes heures. J'étais du genre à travailler le week-end, travailler les jours fériés, travailler la nuit, en plus du travail de tous les jours. Et un jour, je me suis dit stop. D'accord, tu aimes ce métier, d'accord, tu aimes coder, mais c'est pas tout. C'est pas toute ta vie. C'est pas ça toute ta vie. Tu as peut-être d'autres passions, tu as peut-être d'autres choses à développer, tu as peut-être d'autres choses à voir. Donc vraiment, cet après-midi, si vous deviez partir avec quelque chose avec vous, ce serait juste le HTTPS et vous dire, et la prochaine fois que vous rentrez dans une espèce de clash, on va dire, avec une personne passionnée, juste rappelez-vous en fait que tous les deux, vous aimez ce métier et qu'il n'y a aucun souci et que c'est pas parce que cette personne est passionnée qu'elle est plus que vous. Ou c'est pas parce que vous, en tant que non passionné, parce que vous êtes plus, par exemple, plus productif que la personne passionnée, que là aussi vous êtes plus que la personne passionnée. C'est pas ça la balance que j'aimerais que vous gardiez. La balance, ce serait juste que on aime tous notre boulot. On est d'accord? S'il vous plaît, on arrive bientôt à la fin là. Réveillez-vous. Oui. On aime tous notre métier, on aime tous ce qu'on fait. Alors, pourquoi on garderait juste pas ça, juste ça, et on arrêterait en fait tout ce qui est stérile, tout ce qui n'a pas lieu d'être, comme se battre sur est-ce qu'il faut être passionné ou pas dans ce métier. Donc, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis Elvira Goma et je vous remercie d'avoir négocié avec moi.